Ce webinaire est rendu possible grâce à l'appui financier du gouvernement du Canada. En fait, c'est la démarche climat de changement. On en parle beaucoup depuis un peu plus d'un an maintenant. On a beaucoup d'activités avec cette démarche-là. C'est une démarche qui a pour objectif d'outiller et puis de développer les connaissances et de favoriser la synergie entre les différents décideurs et acteurs des régions du Québec. Tout ça pour mieux en fait agir pour le climat et contribuer donc à l'objectif de carboneutralité du Canada d'ici 2050. Et qu'aujourd'hui, notre sujet, c'est les inventaires municipaux d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, on va avoir plusieurs intervenants pour cette présentation. Puis, sans plus attendre, on va accueillir nos deux premières intervenantes. Donc, je vais laisser la parole à Kiana Simons, du coup, qui est agente de projet à la FCM, et également Claudie Eustache, qui est agente de projet en changement climatique à ICLEI, et qu'elles vont vous faire la présentation. Je vais arrêter de partager mon écran. Puis, je vais te laisser, Kiana, je pense que c'est toi qui partage. Parfait. Fait que je me tais, puis je vous laisse la parole. Parfait, vous voyez mon écran? C'est bon, parfait. OK, bonjour à tous. Je m'appelle Kiana Simmons et je suis ici aujourd'hui au nom de la Fédération des municipalités canadiennes pour vous parler de notre programme Partenaire pour la protection du climat ou PPC. Je veux juste vous remercier en avance car le français est ma deuxième langue, donc je vais essayer de parler très clair, mais je suis ici aujourd'hui avec mon collègue Claudie, qui est avec le programme pour plusieurs plans de moi et qui est aussi francophone. Donc, oui, elle est ici pour répondre aux questions. Ouais. Donc, nous sommes ravis d'être ici avec vous aujourd'hui. Claudie est agent de projet en changement climatique avec ICLEI Canada et moi, je suis agent de projet de renforcement des capacités à la Fonds municipal vert à la FCM. OK, qu'est-ce que c'est le programme PPC? Tout d'abord, c'est un réseau de plus de 500 administrations municipales au Canada. C'est un engagement envers la réduction des GES et la lutte contre les changements climatiques. Et c'est un partenariat entre la Fédération canadienne des municipalités et ICLEI Canada, les gouvernements locaux pour le développement durable. Aussi, c'est un programme qui est fondé en 1994. Donc, il s'agit d'un programme doté de ressources, d'expériences et des expertises dans le secteur du climat municipal. Voici une petite carte qui montre où sont nos membres. Je crois il devrait être quelques dans votre région ou près de vous. Nous avons des membres dans 13 provinces et territoires et les municipalités du réseau PPC représentant plus de 70% de la population canadienne. Donc, que sont les avantages du programme? En premièrement, l'adhésion est gratuite et il a toujours été. Le programme PPC aide à vous alléger la charge. On vous donne un point à commencer les ressources pour continuer pendant le procès de faire un plan d'action local pour le climat. Le programme est directé aux employés municipaux dans le renforcement des capacités afin de lutter contre les changements climatiques. Donc, on a développé de nombreuses études de cas en mettant en évidence les projets qui fonctionnent. Avec plus de 25 ans d'expérience, PPC peut aider votre équipe municipale à bien faire son travail. Nous avons plein de ressources, mais aussi un système de reconnaissance du travail accompli. Donc, à chaque étape, il y a des écussons digitales et des matières pour annoncer vos bons coups. On pense que c'est important parce que parfois, vous faites le travail, mais si vous n'avez pas encore quelque chose à montrer à les personnes qui habitent dans vos villes, nos systèmes de reconnaissance peuvent montrer qu'il y a de la progrès et oui, de ce qui se passe avec vos plans local d'action de climat. Et aussi, le programme donne une base de comparaison. De cette manière, les municipalités peuvent quantifier leur progrès. Et je vais passer la parole à Claudie qui va parler à ce que les gouvernements peuvent faire.
Oui, merci, Kiana. Je vais prendre le relais ici pour un moment. Oui, donc, qu'est-ce que les gouvernements de proximité peuvent faire? En fait, PPC encourage vraiment l'action climatique locale, adaptée au contexte de chaque municipalité. On a la chance en Montérégie d'avoir plusieurs membres PPC. Par exemple, ici, j'ai mis en exemple Mont-Saint-Hilaire, sur lequel on a fait cette étude de cas sur l'orthode, Candiac, que vous connaissez probablement tous très bien, qui a plusieurs initiatives, dont ces autobus autonomes électriques qui desservent la gare. Et bon, Plessisville n'est pas en Montérégie, mais c'est un cas qu'on aime bien présenter puisqu'ils ont été depuis plusieurs années un leader au sein de la communauté de PPC au Québec, en ayant mis vraiment beaucoup d'initiatives. Et en particulier, celle qu'on a bien discutée, c'est un exemple facilement réplicable, c'est leur participation au programme Sauver. Et si on peut passer à la suivante. Merci. Oui, donc, le genre d'initiative qu'on encourage les municipalités à faire au sein de PPC et au sein de la démarche et qu'on peut appuyer. Par exemple, c'est leur participation au projet Sauver, qui est en fait une plateforme d'auto-partage, mais vraiment spécialisée pour les petites villes, les milieux suburbains ou ruraux. Et dans le cas de Plessisville, ça a été un des premiers membres de la plateforme. En fait, la municipalité avait décidé de renouveler sa flotte de véhicules municipaux, entre autres pour les inspecteurs, avec des véhicules électriques. Malheureusement, aujourd'hui, ça coûte encore quand même plus cher acheter une voiture électrique qu'un véhicule conventionnel à combustion interne. Donc, ils ont décidé d'adhérer au projet Sauver, à la plateforme, et de mettre les véhicules qu'ils venaient d'acheter, leurs véhicules électriques, disponibles pour que les résidents puissent les réserver en dehors des heures ouvrables. Donc, vraiment, ça a répondu à plein de besoins. En fait, dans l'immédiat, ça a permis de réduire le bilan GES de l'appareil municipal, puisque les véhicules électriques produisent moins de GES que les véhicules conventionnels au Québec. Mais aussi, à long terme, en disant, on participe au futur des citoyens en essayant de limiter les changements climatiques et aussi des besoins en fait communautaires dans le sens où on offre un service de transport alternatif aux citoyens, donc d'autres options de mobilité et on espère à long terme voir peut-être des changements de comportement. Par exemple, si des ménages décident de ne pas se débarrasser de leur deuxième ou même leur troisième voiture et de plutôt se fier au service puisqu'ils ont pu en faire l'expérience et voir en fait si ça répondait à leurs besoins. Donc vraiment, c'est le genre de projet que PPC peut vraiment aider à mettre en place et qu'on essaie de valoriser, de partager dans le fond pour que tous les membres puissent reproduire ce genre d'initiative. Donc, en fait, le programme PPC aussi, c'est un cadre qui est là pour aider aussi l'apprentissage entre pairs. On a entre autres une plateforme qu'on appelle souvent le Hub en anglais, désolé pour l'anglicisme, qui est un croisement entre un blog et un forum. Donc, tous les membres PPC peuvent s'inscrire gratuitement, c'est très simple, juste mettre l'adresse courriel. Et en fait, c'est un site web qui est un peu une ressource où, en fait, nous, au secrétariat, on essaie de publier régulièrement des articles, on partage des webinaires, les ressources pertinentes, il y a des nouveaux programmes qui sortent, qui peuvent aider pour le financement. On partage ça là-dessus. On essaie de rédiger régulièrement des articles de blog afin de peut-être approfondir certains sujets plus d'actualité qui sont liés à l'action climatique en milieu municipal. Vous pouvez vous abonner pour avoir des condensés dans votre boîte courriel si jamais vous voulez, vous n'avez pas le temps d'y aller fréquemment. Et en fait, il y a même une autre section qui est la partie plus forum, qu'on encourage vraiment les gens à utiliser puis qui sert à poser des questions. Je pense qu'on va le voir sur la diapo suivante. Merci. Donc, en fait, les gens peuvent poser toutes sortes de questions pour essayer de voir, OK, qu'est-ce que les autres membres PPC ont fait? Est-ce qu'ils ont une idée? Est-ce qu'ils ont de l'expérience dans le même problème que nous? Et si jamais la communauté n'a pas de réponse, nous, au secrétariat aussi, on monitore régulièrement le forum pour
essayer de répondre si jamais il y a pas d'autres membres qui peuvent aider sur le sujet. On veut qu'aucune question soit laissée dans le vide ou sans réponse. On a aussi l'apprentissage virtuel entre pairs. Donc ça prend la forme, entre autres, de webinaires dans lesquels on essaie de plonger dans des sujets peut-être un peu plus techniques, des fois sur des programmes spécifiques ou des enjeux, par exemple, dans les négociations internationales pour que les gens aient une meilleure idée, OK, c'est quoi le contexte global, ou on essaie vraiment d'aller dans des sujets plus niches, spécifiques et utiles et généralement demandés par nos membres, quelques fois par année. Et c'est toujours interactif, les gens peuvent poser leurs questions. Des fois, on a des sous-groupes de discussion où les gens peuvent partager sur le sujet. Évidemment, on a aussi des rencontres mensuelles entre membres qui sont un peu informelles. Les gens ne sont même pas obligés de s'inscrire. On va parler un petit peu plus loin qui visent à avoir des discussions un peu plus informelles. Et aussi, là, en fait, le titre mentionne des ateliers, mais en fait, on est en train depuis l'an dernier de plutôt pivoter vers un modèle de cours en ligne. Ce sont des cours asynchrones, donc qui sont disponibles en tout temps et que les membres peuvent utiliser pour se former. Donc, en fait, l'employé municipal qui est assigné au dossier peut aller prendre le temps à son rythme, selon son horaire, pour aller se former sur la démarche, comment la réaliser. Donc, il y a aussi même des quiz, des petits exercices pour s'assurer d'avoir bien assimilé le fonctionnement. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on est en train de réaliser. En ce moment, on a déjà des cours pour les premières. Moi, je pense que les 2 premières étapes sont déjà publiées, je crois. Si on peut passer à la suivante. Oui, et l'apprentissage entre pairs en personne, bon, évidemment, vous en doutez, ça a été un peu mis sur la glace, malheureusement, dans les 2 dernières années, mais on est tranquillement en train de reprendre ça. Par exemple, FCM a eu son Sustainable Cities Conference, donc une conférence pour les municipalités il y a quelques semaines, et il y a une soirée de social, réseautage, vraiment dédiée aux membres PPC pour se rencontrer, échanger, réseauter et même apprendre un peu. Il y a un petit quiz éducatif durant la soirée. Donc, c'est tranquillement, on essaie de reprendre les événements en personne lorsque possible. On a aussi beaucoup d'outils et ressources de soutien technique. En particulier, l'outil PPC, c'est vraiment la base de nos outils techniques. C'est une plateforme en ligne. Encore une fois, dès que vous êtes membre, vous pouvez accéder gratuitement. On vous crée un compte, c'est très simple. Et en fait, ça sert à réaliser toutes les étapes de la démarche. C'est particulièrement utile pour la première étape, qui est celle de l'inventaire. Qui est un peu la plus technique, parfois la plus embêtante pour les municipalités. Et en fait, c'est pour ça que l'outil est très utile, surtout pour les petites municipalités qui peuvent hésiter à des fois engager, par exemple, des consultants parce que, bon, ils n'ont peut-être pas le budget, mais en même temps, ils n'ont pas nécessairement d'énormes ressources à l'interne pour réaliser leur inventaire. Donc, c'est vraiment, par exemple, pour la première étape, on a un outil de calcul. Vous avez juste à collecter les données et les rentrer dans cet outil. Ça va faire les calculs d'émissions de GES pour vous. C'est très utile aussi si jamais vous avez beaucoup de roulement de personnel dans votre organisation. Des fois, on peut perdre des accès à des dossiers, ce qui est vraiment embêtant. Dans ce cas-ci, si vous avez collecté la majorité de vos données et que vous les avez transférées dans l'outil, mais il y a une certaine continuité qui s'assure. Nous, on a accès en tout temps, peu importe ce qui se passe du côté de la municipalité. Donc, au moins, les informations sont colligées dans un endroit auquel nous, on a accès. Puis, donc, ça peut aider à assurer une certaine continuité. Donc, c'est quand même assez intéressant pour ça. Et là, on a beaucoup parlé de l'inventaire, mais en fait, il y a des ressources et même des outils pour faire la modélisation de projection, puis vraiment pour chaque étape de la démarche. On a aussi, finalement, des outils un petit peu plus documentaires on essaie d'en publier à peu près 1 par année.
Ce sont toujours sur des sujets qui nous sont demandés par les membres. Donc, c'est vraiment toujours des ressources quand même appréciées. Par exemple, on en a un très populaire sur les outils de financement pour l'action climatique locale. Donc, comment aller au-delà de simplement le budget municipal ou les subventions. Il y a toutes sortes d'autres mécaniques qui peuvent exister, par exemple l'écofiscalité. Donc, ce guide-là détaille justement tout ce qui existe, ce que vous pouvez explorer pour mettre en œuvre vos actions de réduction de GES. On a aussi un guide spécifiquement pour les petites collectivités, les collectivités rurales qui abordent les enjeux puis les défis qu'il peut y avoir pour faire de l'action climatique dans ce genre de milieu-là. Et finalement, un qu'on a publié l'an dernier, dont on est très fiers, c'est un guide sur l'intégration de l'équité, de la diversité et de l'inclusion dans l'action climatique. Donc, c'est vraiment, nous, on est très heureux, ça faisait longtemps qu'il était demandé, beaucoup de gens se posaient la question, comment est-ce qu'on essaie d'avoir une transition climatique, une action climatique qui est équitable et qui est juste. Et ces guides-là, vraiment, donnent des ressources et des méthodes et des pistes de réflexion pour bien l'intégrer à votre démarche. Donc, ici, on a un petit exemple en fait par exemple, des webinaires dont on parlait tantôt. C'est notre prochain webinaire, malheureusement, qui est seulement en anglais. Habituellement, on essaie d'en avoir une balance en anglais et en français, ou s'ils sont donnés en anglais, d'avoir de la traduction, l'interprétation simultanée. Lorsqu'ils sont publiés sur le site de PPC ou de la FCM, ils sont toujours disponibles bilingues. Donc, c'est quand même intéressant pour ça. Puis là, comme je mentionnais, ce sont généralement sur des sujets plus techniques. Par exemple, dans ce cas-ci, ça va être sur les systèmes géothermiques en contexte de banlieue ou rural. On a aussi notre prochaine rencontre mensuelle des membres PPC, donc les rencontres drop-in, comme je mentionnais tantôt, qui sont, je pense, la prochaine, c'est 6 avril. Donc, et en français, c'est aux 3 mois, mais comme j'ai peut-être mentionné tantôt, si jamais il y a assez de gens francophones qui s'inscrivent d'avance et qui mentionnent qu'ils sont francophones, on peut toujours faire des sous-groupes dans ceux qui sont à la base en anglais, il n'y a pas de problème. On veut vraiment s'assurer qu'il y a toujours du support et des ressources et des opportunités en français pour les membres. Donc, pour adhérer au programme comme municipalité, c'est très, très simple. Donc, premièrement, c'est gratuit. C'est très important, il n'y a aucun frais qui est lié au fait d'être membre PPC. Deuxièmement, ensuite, la démarche est vraiment simple. Vous avez juste à faire voter une résolution par votre conseil et vous n'avez même pas besoin de la rédiger. On a des modèles de résolution disponibles en français et en anglais que vous pouvez télécharger du site web, simplement les ajuster pour que ça reflète peut-être plus votre municipalité, vos motivations, et vous le faites adopter au conseil. Ensuite, vous désignez un employé municipal et un élu qui vont être les personnes ressources pour PPC. De notre côté, vos secrétariats, ça va être nos personnes contacts qu'on va avoir dans les dossiers. Mais aussi, on espère qu'au niveau de la municipalité, ça va être en fait des champions de l'action climatique. Donc, vraiment, qui vont porter le dossier à la fois au niveau de l'appareil municipal, mais idéalement aussi dans votre communauté, auprès des citoyens. Donc, une fois que vous avez voté la résolution et que vous avez désigné des responsables, vous avez simplement envoyé ces informations-là par fax ou par courriel à pcp@fcm.ca et je crois que c'est Kiana qui va s'occuper de confirmer votre adhésion et vraiment, aussi, on essaie vraiment de mettre en valeur nos membres. Donc, une fois que vous êtes membre, c'est confirmé, vous allez recevoir un petit kit de communication. À chaque fois que vous passez, vous obtenez un badge, vous passez vos étapes, vous pouvez obtenir des kits de communication aussi pour montrer en fait à vos citoyens comment vous avancez dans la démarche. Et je vais revenir parce qu'en fait, je réalise qu'on n'en a pas tant parlé précédemment, mais PPC, c'est vraiment un cadre de travail, une démarche dans laquelle il y a 5 étapes. Donc, on a déjà mentionné l'inventaire, qui est l'étape 1, qui est vraiment la plus technique, qui peut prendre un peu plus de temps. L'étape 2, qui est de fixer des objectifs de réduction. L'étape 3, qui est d'élaborer un plan de réduction des GES. Et en fait, ces 3 premières étapes, vous pouvez le faire soit juste sur votre appareil municipal,
soit juste pour la collectivité ou pour les deux. C'est selon votre contexte, vos ressources, les orientations de votre conseil municipal. Donc, c'est à votre choix. Évidemment, il faut que ce soit cohérent. Donc, on fait un plan en fonction des inventaires qu'on a réalisés. L'étape 4, c'est la mise en œuvre. Donc là, c'est important de vraiment être concret, de faire une feuille de suivi avec un budget, avec des responsabilités assignées. Et finalement, l'étape 5, c'est de faire le suivi de l'impact, donc un peu recommencer la boucle en refaisant l'inventaire pour vérifier est-ce que les objectifs ont été atteints, quelles actions ont été mises en œuvre, quelles n'ont pas eu le temps d'être mises en œuvre, est-ce qu'on refait un nouveau plan, donc vraiment l'étape d'évaluation. Et on peut repartir la boucle. On est très flexible sur le temps de réalisation de la démarche. Vraiment, on demande juste que on fait la boucle soit complétée en 10 ans. Donc, il n'y a pas de délai particulier pour commencer une fois que vous êtes devenu membre. Donc, vous pouvez prendre votre temps pour faire votre inventaire, pour bien le faire. Après ça, toutes les étapes sont à votre rythme. Donc, c'est juste, on demande préférablement d'arriver à l'étape 5 au bout de 10 ans. Donc, ça reprend un peu la diapo précédente. Je ne vais pas trop m'attarder. C'est vraiment, on fait un résumé des outils qui sont disponibles spécifiquement pour la réalisation des étapes et l'obtention des badges des étapes. Donc, vraiment, à chaque fois, un document d'instruction. Donc, qu'est-ce que vous devez déposer à PPC pour obtenir, dire que l'étape a été réalisée, des guides d'accompagnement généraux, donc, qui donnent des explications ou des pistes sur comment réaliser l'étape. Donc, il n'y a rien de... Je ne vais pas trop m'attarder sur celle-ci, puisque c'est ça, c'est beaucoup des ressources, en fait. Et là, je vais en fait redonner la parole à Kiana. Merci, Caddy. Donc, je vais parler un petit peu de la reconnaissance. À chaque étape, les membres PPC recevront une lettre et un courriel officiel de reconnaissance. Ils sont aussi mentionnés dans nos infolettres trimestrielles et encouragés à publier leurs réalisations sur la plateforme des PPC. Ils peuvent être invités à se présenter à un événement de reconnaissance lors d'une de nos conférences, comme on a fait la conférence des collectivités durables en février, comme Claudie a mentionné. Aussi, on utilise les municipalités qui a fini des étapes différentes de faire nos études de cas et on travaille avec nos membres de créer des ressources qui sont utiles pour eux, mais qui a un focus ou qui highlights, qui mettent l'attention sur la municipalité et ce qu'ils ont accompli. Il y a aussi un système de reconnaissance numérique, des moyens de promouvoir votre municipalité et le travail que vous faites. Et super vite, je vais juste faire mon petit promo pour le Fonds municipal vert. Il n'y a pas exactement un système de financement, il n'y a pas un système de financement dans le programme PPC, mais parce que c'est un programme de partenariat entre ICLEI et Canada, on essaie de vous connecter avec des sources de financement différentes. Notamment, de nombreux composants de plans d'action locaux sur le climat sont éligibles pour des subventions ou des prêts par le Fonds municipal vert. Donc, ici, dans ce graphique, on voit juste quelques petits détails sur le Fonds municipal vert. On fait des études, des projets de pilote, des projets d'immobilisation. Et oui, il y a un outil sur le site web du Fonds municipal vert où vous pouvez chercher des financements différents si vous avez un projet qui vient de la programme PPC ou que vous travaillez sur dans votre municipalité. Maintenant, vous pouvez aller là pour chercher s'il y a des chances de financement. Aussi, j'ai mis le nom de mon collègue Noémie sur l'écran là. Elle est une conseillère dans le rayonnement des programmes à la Fonds municipal vert et c'est la première personne que vous pouvez contacter si vous avez des questions sur le Fonds municipal vert. Et c'est tout pour nous. Je ne sais pas si on a le temps pour les questions maintenant, mais merci beaucoup.
vais passer la parole à la TRE encore. Hey, merci beaucoup pour cette présentation. C'est ça, on va faire une mini période de questions entre les deux blocs. Après ça, on va avoir les présentations de Patricia Côté et de Mathieu Vallée. Mais c'est ça, j'ai vu deux questions en fait dans le chat, fait que je vais les poser tout de suite. Fait qu'on a Dominique Lesage qui demande est-ce qu'on sait si le programme de Plessisville a eu un réel impact sur les citoyens de leur ville versus achat d'un autre véhicule retardé à cause de l'accès à ce programme? Si vous voulez répondre. Malheureusement, je n'ai pas l'information sur le suivi long terme, mais je suis sûre qu'elle peut être très facile à trouver. Sauver est un programme quand même bien documenté. Ils ont leur propre site web. Plessisville aime beaucoup faire des communications aussi par rapport à toutes ces initiatives. Donc, je n'ai pas l'information actuellement, mais je vais essayer de regarder ça. Puis nous, on avait eu un webinaire justement avec la présentation de Sauvé là, sur les différents moyens d'encourager l'autopartage. Ma collègue vient de vous mettre le lien justement du webinaire enregistré dans le chat. Fait que si vous voulez aller le revoir, je pense que vous allez peut-être avoir vos réponses. Ensuite, on avait une deuxième question, mais ça a peut-être été répondu avec la partie sur le financement. C'était avez-vous encore une subvention pour la première étape du PPC, soit du financement pour le bilan GES? Non, on se le fait beaucoup demander. Il n'y en a pas en ce moment. Par contre, je vous dirais de surveiller. On a entendu entre les branches qu'il y aurait différents financements qui seraient lancés au niveau provincial, probablement en 2023. Donc, surveiller l'actualité à ce sujet en matière changement climatique et tout. Ça se peut qu'il y ait, en tout cas au niveau provincial, qu'il y ait de l'argent qui soit disponible dans la prochaine année. Est-ce que c'était ma question? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, Amélie de la Ville de Chambly, j'étais prête pour faire la résolution, puis j'avais vu, avant, c'était 80 20 payé pour le bilan GES en adhérant au programme. Ça l'a tombé juste le mois dernier, j'imagine, l'automne dernier. Je pourrais pas dire, en fait, je crois pas que le financement venait de PPC. Je crois que c'est comme soit un autre programme provincial ou je ne sais pas comment, mais ça fait un moment qu'on n'a pas ce financement-là disponible, en tout cas de la part de PPC. Je vais contacter votre collègue, c'est parfait, Noémie. Merci. Merci. Puis on a Christiane Poulain qui nous demande est-ce que le PPC est une OBNL? Sinon, qui finance? En fait, oui, c'est un programme conjoint de ICLEI Canada, qui est un OSBL, et de la Fédération canadienne des municipalités, qui est aussi un OSBL. Donc, oui, c'est un programme conjoint de nous deux. Et le financement vient principalement de la Fédération canadienne des municipalités. Je crois que Kiana peut donner un peu plus d'informations par rapport à l'organisation et comment ils sont financés. Oui, je pense que c'est ça, Claudie, mais le Fonds municipal vert et la Fédération des municipalités canadiennes est fondé par le gouvernement fédéral. Donc, oui, j'espère que ça répond à votre question. Merci. Puis je vais prendre la dernière question, puis après on va passer à la présentation de Patricia Côté. Ça va être à vous d'y aller. Donc la dernière question, c'est y a-t-il une coordination avec les programmes de l'Union des municipalités du Québec? Non, on est indépendant. C'est sûr que nous, on suit ce qu'ils font. Si jamais, entre autres, lorsqu'il est question des financements, donc on essaie de partager l'information avec nos membres. Là. On n'est pas en compétition. Mais non, on n'est pas coordonnés du tout avec l'Union des municipalités. Parfait, merci. Bon, je laisserai la parole à Mme Patricia Côté pour la suite en fait, du webinaire. Oui, parfait. Je vais vous partager mon écran. Vous m'entendez bien? Oui. Je vais juste vous basculer mon écran. OK, vous voyez bien? C'est parfait. OK, parfait. Donc, effectivement, je suis à la ville de Belleuil, Patricia Côté, coordonnatrice en environnement. Donc, je vais vous résumer un peu notre expérience qu'on a présentement avec, entre autres, l'inventaire GES et les étapes subséquentes du programme PPC. Donc, je vais passer un peu au travers, là, c'est quoi notre démarche d'engagement qu'on a eue à la ville avec nos élus, la réalisation de nos premières étapes, soit l'inventaire des GES, les défis qu'on a rencontrés ou les limites, dans certains cas, de l'exercice d'inventaire,
nos acteurs qu'on a impliqués plus localement. Puis, les prochaines étapes, là, il y en a qui ont déjà été réalisées, mais donc, dans la suite des étapes présentées, entre autres avec ICLEI là, et la FCM, où on en est. Donc, effectivement, nous, dans l'étape d'engagement, on a commencé déjà en février 2021 à avoir la résolution d'engagement avec le modèle qui était fourni effectivement par le programme PPC. Ça a été facilité, entre autres, parce que nous, de notre côté, on a un comité consultatif en développement durable où on a des citoyens et des élus qui siègent. Donc, c'était une recommandation préalable de ce comité-là faite aux élus. C'est toujours plus facilitant quand les élus ont déjà quelques personnes qui en entendent parler au préalable aussi pour avoir un peu un contexte plus détaillé pour prendre la décision d'engagement. C'était lié aussi à ce moment-là à la planification stratégique là, qui avait déjà une intention ferme de réduire les gaz à effet de serre. Puis, comme c'était en tout début d'année, on l'avait déjà pu le prévoir au budget 2021, là, donc pour avoir déjà une raison de plus pour dire on a la capacité de franchir une première étape. Effectivement, c'est faisable, en fait, dans ce programme-là, de le planifier pour franchir plus d'une étape à la fois, là, ce qui est souvent fait quand j'ai pu voir là, des échanges avec d'autres villes, par exemple, franchir les étapes 1 à 3 ou même 1 à 5 dans un temps avec un mandat externe, par exemple, en accompagnement. On pensait faire initialement les étapes 1 à 3 dans un premier temps, donc de l'inventaire jusqu'au plan d'action. Puis finalement, ça avait été décidé d'y aller là, une étape à la fois là, pour être sûr de commencer plus rondement à la mise à jour de notre côté. Donc, pour la première étape qu'on a réalisée, je vous mets un petit extrait aussi là, des données qu'on avait eues de nos émissions corporatives et de la collectivité. On avait fait les deux volets en même temps. C'est en 2021 qu'on l'a fait. C'était donc notre étape 1. On avait déjà fait un inventaire en 2012, comme plusieurs autres villes, dans le cadre de climat municipalité. Par contre, les données étaient quand même basées depuis 2009, donc on était déjà plus de 10 ans plus tard. C'est faisable. Je pense que justement, après ça, Darren, avec Mathieu, il va pouvoir vous expliquer leur façon de faire. Il y en a qui le mettent à jour. De notre côté, on ne l'avait pas repris parce qu'avec le consultant qu'on avait, ça avait été décidé de se dire on va juste faire une mise à jour à l'étape de 2021. Mais ça nous a quand même permis de faire des suivis du plan d'action de 2012, de voir qu'on a quand même suivi les actions qu'on s'était engagées. On en a concrétisé 52 sur 58. Ça a quand même porté à beaucoup de résultats. Dans le choix du mandat externe qu'on avait retenu, il y a énormément d'options possibles. Effectivement, ça peut se faire des fois à l'interne ou à l'externe. C'est bon de se poser la question avant sur quel genre de résultats vous souhaitez, quel genre d'accompagnement au préalable. Nous, de notre côté, c'était quand même un besoin des fois plus clé en main, avec une seule ressource plus dédiée à ce genre de projet-là là, pour collecter déjà l'information, la colliger. Puis, on cherchait une expertise qui était reconnue au niveau des exigences du protocole des GES qui avait fourni peut-être un peu plus de résultats dans le franchissement des étapes là, avec d'autres villes. Donc, c'était un peu plus ça de notre côté. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de répondre par rapport à notre expérience. Nos défis ou les limites de l'inventaire, dans notre cas, comme l'année de référence qu'on a pris, c'était, on l'a fait en 2021, on ne pouvait pas prendre des données de 2020 en raison de la pandémie. Comme on peut s'en douter, ça influence beaucoup l'utilisation, entre autres, des flottes de véhicules, des déplacements. Donc, on n'a pas eu le choix de prendre une année de référence qui était 2019. Ça vient influencer là, les étapes subséquentes là, dans certains cas. Le temps est vraiment un défi là, dans l'inventaire, surtout, là, je vous dirais. Moi, je pensais que ça allait prendre beaucoup moins de temps que ça au début, la collecte des données. Fallait vraiment rechercher, surtout dans un premier temps. Là, quand on fait des mises à jour, on sait un peu plus les genres de données qu'on recherche puis qui les possède. Donc, entre autres, aller chercher toutes les données de consommation énergétique, d'éclairage, des bâtiments, des véhicules, la liste à jour. Nous, dans notre cas, on n'est pas propriétaire de toute notre flotte de véhicules, donc c'était comme un défi autre là, par rapport à ça pour l'allocation de nos véhicules. Les déchets, les eaux usées, les équipements, là, donc ça fait partie un peu de tout le genre de ressources à aller chercher pour l'information. Un autre défi qu'on trouvait, c'était la disponibilité des ressources pour l'inventaire de la collectivité. Souvent, c'est moins précis que ce qu'on a du côté corporatif. Là. Donc, l'administration municipale, c'est concret, ce sont nos données, on a vraiment toute l'information sur nos consommations. Mais du côté de la collectivité, c'est souvent plus basé sur des estimations en proportion démographique, par exemple, locale. Donc, entre autres, pour le transport ou d'autres sources énergétiques que l'hydroélectricité, souvent, c'est plus on estime localement à quoi ça peut ressembler. Donc, des fois, ça peut être un peu moins représentatif
de la réalité, mais ça donne quand même une bonne idée de l'impact qu'on peut avoir avec la collectivité quand on s'intéresse au plan d'action par la suite. Autrement, un défi qui est rencontré, c'est souvent de vulgariser l'information pour le présenter aux élus. C'est quand même un contenu, surtout quand on voit la taille de ce genre de documents-là qui sont publics par la suite, là, pour l'inventaire, c'est quand même assez massif, là, donc de le vulgariser aux élus, à l'ensemble des directeurs aussi par la suite là, pour faire adhérer aux étapes suivantes là, pour aller réduire ces gaz à effet de serre. Dans les acteurs qu'on a impliqués, on avait, entre autres, là, beaucoup la direction des travaux publics. C'est sûr que énormément d'informations par rapport à la consommation, c'est de leur côté qu'on avait cette information-là. On a beaucoup les finances et l'approvisionnement pour la recherche de données là, qu'on avait eu à solliciter aussi par rapport aux achats qui ont été faits. Dans les actions qu'on a faites, on a fait toute une présentation à l'ensemble des directeurs de chacun des services à la ville pour être sûr que tout le monde est conscient de l'information, le connaît, puis ça sonne des cloches à l'étape suivante quand on vient à faire le plan d'action. Il y a eu une présentation aux élus aussi par rapport aux données finales, une présentation au comité consultatif aussi en développement durable là, de CTBD. Et pour les étapes suivantes, là, je vais en parler un petit peu aussi après. Pour le plan d'action, c'est vraiment un point important, là, je pense, de mentionner qu'il faut impliquer toute l'organisation, surtout toutes les personnes qui peuvent prendre une décision qui ont un impact. On se devait de dire, entre autres, là, dès le début avec notre consultant, de dire il suffit d'une seule décision basée des fois plus sur un point de vue économique pour que d'un point de vue GES, ça fasse exploser finalement les émissions de GES alors que c'est pas l'objectif avec ce plan-là. Nous, donc, par la suite, les prochaines étapes de PPC, donc, on a entre autres les étapes 2 et 3 qu'on a franchies. En fait, on est en attente de reconnaissance, là, donc officiellement, mais on les a terminées en 2022. Donc, d'établir un objectif de réduction des GES, puis élaborer le plan d'action. Ça a commencé avec un atelier participatif en tout début là, de mandat. On avait invité les élus, les membres du CCDD, notre comité consultatif, puis l'administration municipale. Donc, déjà là, d'impliquer les gens, de réfléchir en amont sur qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi les opportunités de notre territoire. Ça a été quand même beaucoup apprécié, je pense, de tout le monde, là, de voir comment on pouvait réfléchir à ça tout le monde ensemble. Il y a eu beaucoup d'engouement, là, donc c'est le fun de voir même pour le consultant à quel point même les élus étaient très, très impliqués dans cette démarche-là. Il y a différentes façons de déterminer nos objectifs de réduction des gaz à effet de serre, là, comme c'est expliqué sur le programme PPC. De notre côté, c'était une méthode ascendante, en fait, dans le sens que on allait voir c'était quoi nos objectifs, en fait, nos actions, puis c'est quoi l'incidence de chacune des actions qu'on souhaitait faire sur un objectif global. Donc, au lieu de déterminer un objectif de réduction, puis après ça, de le décliner en actions, là, c'était fait autrement. C'est déterminé comme étant une des méthodes ambitieuses et pragmatiques, là, surtout pour le volet corporatif. Donc, sinon, en fait, le côté collectivité, il faut le voir vraiment au niveau de la population. L'impact est un peu plus dans l'accompagnement vers la transition des actions qui génèrent moins de gaz à effet de serre, de voir, par exemple, est-ce qu'on peut créer des subventions ou autres. Mais en fait, tout notre plan est public, là, donc je vous invite à aller le consulter aussi. Je vous mets le lien à la fin de la présentation. En fait, on fait aussi des présentations pour impliquer l'ensemble de tous les directeurs, des preneurs de décisions, des contremaîtres, par exemple, aux travaux publics, pour, en fait, qu'il y ait un contexte aussi au niveau d'un rappel de l'inventaire de gaz à effet de serre, voir qu'est-ce qu'on peut faire après ça dans la prise de décision pour réduire l'impact qu'on a de ce côté-là. Puis, on a fait aussi une mise à jour de l'inventaire, comme on avait des données de 2019. Excusez-moi, je vais juste prendre une petite gorgée. Donc, on a eu une mise à jour parce qu'on avait des actions précoces qui ont été réalisées depuis 2019 là, pour mettre à jour un peu l'information. Ce qui est intéressant parce qu'on a pu voir que certains impacts, entre autres du côté de nous, de la MRC, par exemple, dans la collecte des déchets, ça avait déjà une répercussion au niveau de la réduction des gaz à effet de serre dans la fréquence de collecte des déchets pour nous permettre d'être un petit peu plus innovants encore, là, aller chercher un inventaire, pas un inventaire, mais un plan d'action, pardon, qui est encore plus intéressant du point de vue de l'objectif qu'on se donnait pour aller plus loin. Donc, on a fait une présentation aux membres du comité consultatif, des présentations aux élus avec le résumé de l'inventaire en rappel. On a fait un document qui était vulgarisé pour le plan d'action en ligne pour les résidents, donc c'est aussi disponible si vous allez sur notre site Internet.
C'était quand même intéressant parce qu'un document de plus de 80 pages, assez indigeste au niveau du plan d'action, c'est moins parlant là, pour les résidents qui se demandent qu'est-ce que la ville fait. Donc, on trouvait ça intéressant de le résumer un petit peu plus. Comme je le disais au début, on est en attente de reconnaissance officielle des étapes 2 et 3 par la FCM. Quand on a publié un peu l'information déjà là, sur le plan d'action très récemment, il y a déjà des opportunités qui se sont apportées à nous, quand même très intéressantes là, pour des futurs projets de réduction de GES. Donc, c'est super intéressant de voir après ça, les opportunités viennent un peu à nous dans certains cas. S'il y en a qui ont des questions là-dessus, ça va me faire plaisir d'en parler. Puis, on est en réflexion déjà très active là, pour les prochaines étapes 4 et 5 qu'on vise à atteindre prochainement. Et sinon, effectivement, c'est ça, on a une réflexion en cours pour l'évolution de nos données selon les genres d'accompagnement qui sont possibles avec les consultants. C'est intéressant de voir dans certains cas qu'on soit plus autonome, disons, sur la mise à jour, parce que l'inventaire, il faut quand même le maintenir à jour pour voir à quel point on atteint nos objectifs. Donc, on est en réflexion de ce côté-là, le suivi de notre plan d'action également, de voir est-ce qu'on veut avoir une espèce de plateforme plus autogérée ou non par rapport à la suite de ces données-là. De mon point de vue, on a un plan d'action que vous pouvez voir en ligne aussi. Il y a une évaluation qui est moins détaillée au niveau du coût des actions à mettre en œuvre, qu'on va essayer d'aller bonifier davantage dans les étapes subséquentes, l'étape 4, entre autres, de FCM, de PPC. Donc, c'est pas mal nos réflexions actuelles qu'on vous partage. Donc, pour moi, ça ferait le tour. Je vous mets le lien ici. Si vous allez sur belœil.ca/GES, vous avez toute l'information là, sur le plan d'action qui a aussi le résumé de l'inventaire dedans. Donc, vous avez mes coordonnées aussi. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci beaucoup, Madame Côté. J'ai mis aussi le lien dans le chat si vous voulez directement le copier-coller pour aller le consulter. Merci. Puis je vais laisser la parole maintenant à Mathieu Vallée de la ville de Varennes. On va avoir une période de questions après la présentation de Mathieu Vallée, vous inquiétez pas. On posera toutes vos questions. Fait que, Mathieu Vallée, si vous voulez partager votre écran. Est-ce que tout fonctionne? Tout fonctionne. Génial. Bonjour tout le monde. Merci d'être présent ce matin. Je me présente Mathieu Vallée. Je suis en charge des projets de développement durable et d'innovation à la ville de Varennes. Et puis, en fait, simplement aujourd'hui, j'aimerais vous partager l'expérience, le parcours de décarbonation de Varennes jusqu'à maintenant. Premier inventaire, un peu comme Patricia l'a mentionné à Belœil, Varennes, on a fait l'inventaire en 2009 via le programme Climat Municipalité. C'est un inventaire seulement niveau corporatif. Rien de bien surprenant jusque-là. Transport, bâtiment, les grosses sources d'émissions de gaz à effet de serre pour les activités qui relèvent de la ville. Suite à 2009, a découlé un plan d'action qui a été réalisé en bonne partie quand même. C'est un plan d'action relativement simple, ceci dit, électrification de la flotte, utilisation de carburants alternatifs pour les transports lourds, biodiesel, propane, gaz naturel et surtout des travaux d'efficacité énergétique dans différents bâtiments. L'aréna, centre aquatique, changement des pompes à l'usine d'épuration. Donc, on a réalisé ce plan-là au cours des 10 années suivantes pour arriver en 2019. Deuxième inventaire complet dans le cadre du programme partenaire pour la protection du climat. Premier constat, diminution de 5 des émissions corporatives en 10 ans. Ça semble bien, mais on s'était quand même fixé des objectifs de réduction de 34 d'ici 2030. J'y reviens tout de suite après. Les autres constats qu'on a eus, c'est que les travaux d'efficacité énergétique dans les bâtiments, ça a fonctionné, une diminution de 20 des émissions de gaz à effet de serre liées au bâtiment. Par contre, la flotte municipale, malgré nos efforts d'électrification, une augmentation de 34 des émissions dans les 10 dernières années, ce qui a soulevé des questionnements et certains constats et certaines actions. Surtout, le délai est trop long. Comme je mentionnais, de 2009 à 2019, une réduction de 5 c'est intéressant, mais on manque le bateau complètement. D'ici 2030, si on veut atteindre nos objectifs de réduction de 34 on a besoin d'un outil de suivi. 10 ans entre les inventaires, c'est beaucoup trop long. On a utilisé une plateforme qui est similaire, en fait, à celle qui est offerte par le programme PPC, dans lequel, à chaque mois, à chaque année, dans le fond, des intervalles réguliers, on peut venir
rentrer les données de consommation énergétique, hydroélectricité, les factures d'énergie, consommation de gaz naturel, consommation de carburant aussi de tout type pour la flotte de véhicules. Et ça nous donne un outil de suivi beaucoup plus précis. Je dirais pas précis, c'est-à-dire, mais beaucoup plus intéressant parce que on peut le faire à intervalles réguliers. Et c'est grâce à cet outil-là, entre autres, qu'on s'est aperçu. Vous allez me dire, c'était simple, il fallait juste le voir, mais c'est difficile des fois dans une ville. Je vous apprends rien pour ceux qui travaillent dans le domaine municipal. Le suivi d'informations d'un service à l'autre n'est pas nécessairement facile en tout temps. On a électrifié beaucoup de véhicules, mais en parallèle, on a augmenté le nombre de véhicules total dans la flotte. Ce qui fait que le bilan GES de la flotte municipale, c'est malheureusement pas amélioré dans les 10 dernières années. Depuis 2009, par contre, on fait un suivi beaucoup plus rigoureux. On a continué à électrifier des transports, fait des programmes d'ailleurs, des projets pilotes en partenariat avec le Fonds vert de la FCM pour électrifier des camions spécialisés, des camions cubes, des camions pick-up. On a participé au programme Sauver également. Et dorénavant, on est capable de suivre l'évolution d'année en année des GES. On peut rentrer dans cette plateforme-là également le plan d'action et avoir un horizon d'ici 2030 en fonction de ce qu'on a prévu réaliser comme action, de voir l'impact que ça peut avoir sur le bilan dans les prochaines années. Toujours dans le but, évidemment, de s'assurer qu'on maintient la courbe de décroissance des émissions de gaz à effet de serre pour atteindre nos cibles de réduction d'ici 2030. C'est pas parfait, ce type de plateforme-là. Ça ne remplacera pas des inventaires complets en bonne et due forme, mais c'est un outil essentiel pour planifier, pour voir l'impact réel des différents gestes qu'on peut poser et surtout planifier la suite des choses. Deuxième constat, quelle action ont le plus d'impact en fonction du dollar investi? Ça vaut la peine de prendre le temps d'établir un plan d'action qui est quantifié. J'ai mis deux exemples à l'écran. Pour à peu près la même réduction d'émissions de gaz à effet de serre à chaque année, d'investir sur les bâtiments, c'est pas évident. Les bâtiments sont déjà construits, de faire des travaux d'isolation, d'installer de la géothermie, du solaire, revoir l'éclairage. Ça coûte cher versus agir sur les transports qui sont attribuables à la ville, donc évidemment remplacer la flotte de véhicules par des véhicules électriques, hybrides au minimum, instaurer des politiques de vidéoconférence pour limiter les déplacements, d'avoir aussi surtout le bon véhicule pour le bon usage. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est d'aller chercher une boîte de vis à la quincaillerie. Ça prend pas nécessairement un pick-up, un Ford F-250. Ça peut être un plus petit véhicule électrique. Et l'exemple que j'ai mis à l'écran, c'est que pour à peu près la même réduction, il y a un investissement 7 fois moins élevé nécessaire si on intervient auprès de la flotte. Donc, d'avoir vraiment un tableau de bord et surtout un plan d'action qui vient quantifier les impacts en termes de réduction de gaz à effet de serre en fonction de chacun des dollars investis, ça permet de planifier le plan d'action à court, moyen, long terme pour avoir le plus d'impact avec évidemment le moins de budget possible. En parallèle, on amorce la deuxième année d'un projet avec l'Université de Sherbrooke en collaboration avec la ville de Candiac pour faire une corrélation entre les budgets municipaux et les émissions de gaz à effet de serre, l'impact environnemental. Évidemment, chaque dollar dépensé par une ville a un impact positif ou négatif. Je donne l'exemple de racheter un camion lourd qui malheureusement ne sont pas électriques aujourd'hui. Évidemment, ça a un impact négatif sur le bilan carbone. Par contre, on peut contrebalancer en investissant un peu plus dans un fonds de parc pour reboiser des parcs et espaces verts. Le but de ce projet-là, c'est vraiment de corréler les postes budgétaires des villes en fonction des impacts environnementaux que ça a pour, en bout de ligne, mieux outiller nos élus pour atteindre ultimement l'adoption de budgets carboneutres. Une fois toutes ces mesures-là mises en place, on a un bon plan de match, on a les bons outils, on est capable de planifier la décarbonation du territoire. Sauf que à Varennes, en 2009, on n'avait pas un inventaire de la collectivité. En 2019, on en a eu un. Et ce graphique-là est très éloquent. Les émissions totales du territoire qui relèvent des émissions corporatives, donc des activités de la ville, 0,2 99,8 vient de la collectivité. C'est essentiel, si on veut être sérieux dans la démarche de décarbonation collective,
que les municipalités s'attaquent aussi à autre que ce qui relève de la ville, d'avoir un impact sur les citoyens, sur les commerces, sur les industries, trouver des moyens d'incitatifs, d'accompagnement. C'est essentiel. Ça ne veut pas dire que c'est pas important pour autant, par contre, de réduire les émissions de gaz à effet de serre issues de la ville. C'est tout aussi important. Mais quand on voit que pratiquement 100% des émissions, du moins pour Varennes, viennent des activités hors du contrôle direct de la ville, il faut trouver un moyen de s'y attaquer. Pour le volet résidentiel, on a mis en place en 2014 le programme Habitation durable, en fait, qui est un programme qui a été initié par la ville de Victoriaville, qui subventionne une liste là, de ce qu'on appelle des éco-gestes. Ça passe de plantation d'arbres, installation de bornes de recharge, panneaux solaires. Le gros volet qui a un impact sur les émissions de gaz à effet de serre, c'est la bonification de 25% de différents programmes gouvernementaux, sur Réno Climat, Chauffer vert pour retirer le mazout, thermopompe efficace. 25% de plus de la part de la ville, c'est souvent ce qui fait pencher la balance du côté des citoyens, de dire, bon, ben, parfait, j'embarque, je vais faire des travaux d'efficacité énergétique, ça vaut la peine. Sauf que, une deuxième fois, si on regarde le portrait total des émissions collectives à Varennes en 2019, on se rend compte que le résidentiel est minime sur le... Bon, j'avais mis des décimales, il serait plus que 0%. Chaque territoire est différent. C'est important de connaître son territoire. Ici, à Varennes, c'est les émissions industrielles et le transport qui sont responsables à grande partie des émissions de gaz à effet de serre. Côté transport, je le mentionnais précédemment, on peut mettre en place des programmes de subventions pour des bornes de recharge, inciter les grands transporteurs aussi à adhérer à la démarche. Par contre, le volet industriel, de la façon que les inventaires sont faits, c'est un peu le néant. On sait que 76% des émissions du territoire collectif viennent du secteur industriel, mais c'est pas ventilé par industrie. Essentiellement, pour arriver à ce tableau-là, on prend la seule donnée qu'on a accès, c'est la consommation de gaz naturel. Et par la suite, c'est essentiellement tout simplement une règle de 3 avec les moyennes québécoises de consommation énergétique en fonction des sources d'énergie. C'est pas suffisant pour nous. On a 55 industries à Varennes. Par où commencer? Lesquelles sont nos gros émetteurs? On n'avait pas la donnée. On a donc mandaté l'Université de Sherbrooke via le LIRID, qui est le laboratoire interdisciplinaire de recherche en ingénierie durable et éco-conception, pour développer une nouvelle méthodologie qui nous permettrait, sans pour autant de prendre le téléphone, d'appeler les industries, de rentrer dans chacun des bâtiments. On n'est pas à cette étape-là. On est plus à l'échelle macro. Une nouvelle méthodologie pour quantifier les émissions directes du parc industriel, mais ventilées par industrie. Sans rentrer dans les détails, puis honnêtement, ça m'échappe un peu, mais le LIRID, en fait, a développé une méthodologie qui se base sur la production annuelle de chacune des industries en données massiques, et puis a corrélé ça avec les revenus de vente et les estimations d'émissions de gaz à effet de serre et d'énergie utilisée en fonction de la nature de chacune des industries. Ce qui nous donne un portrait qui a été surprenant de notre côté. On savait qu'on avait quelques gros industriels, mais 95% des émissions totales directes du secteur industriel à Varennes provient de seulement 3 industries, donc 49% pour seulement une industrie. Sur 55, on sait maintenant avec qui on doit interagir pour inciter les industries à embarquer dans la démarche. Par rapport au secteur industriel, toujours les prochaines étapes, suite au rapport qu'on a eu de l'Université de Sherbrooke, on a pris la peine, on a communiqué directement, on est allé rencontrer nos 20 plus grands industriels à Varennes pour leur présenter notre démarche, la volonté de la municipalité de décarboner le territoire dans son ensemble et offrir une forme d'accompagnement. Souvent, les industries sont un peu... Il y a personne qui nous a fermé la porte au nez, loin de là, très bonne réception. Mais par où commencer, pour eux, c'est pas facile non plus. Et c'est un des rôles des municipalités d'aiguiller les industries vers différentes ressources sur des professionnels pour faire la quantification des émissions de gaz à effet de serre de chacun des bâtiments, chacune des industries. Il y a des fonds éco-leaders, la SOFIA qui existe aussi pour accompagner les industries, donner du financement pour poser les bons gestes. Et il y a plusieurs industries aussi qu'on a rencontrées qui avaient déjà leur propre plan d'action, qui avaient déjà leur bilan, qui le font de façon annuelle. Et on a demandé de nous transférer aussi, de nous donner ce accès. C'est correct, il y a du secret industriel à gauche, à droite. On n'a pas besoin d'avoir le ventilé. On veut savoir c'est quoi les émissions totales pour les inclure justement dans notre tableau de bord, pour suivre l'évolution aussi des émissions de gaz à effet de serre du territoire.
Suite aux rencontres, comme je disais, on a eu une très, très bonne réception de la part de plusieurs de nos gros industriels. On est en train de collaborer avec certains d'entre eux pour mettre en place des boucles énergétiques, des boucles d'échange de chaleur entre industries, des gros émetteurs de chaleur qui sont à proximité de zones agricoles où il y a de potentiel séricole également. Il y a aussi le volet de mettre en contact les différentes industries qui travaillent dans un même secteur d'activité. Souvent, pour un secteur d'activité donné, on a 2 ou 3 industries sur le territoire. Il y en a qui sont beaucoup plus avancées que d'autres dans les inventaires de gaz à effet de serre, la mise sur pied de plans de réduction, de plans d'action, de mettre tout simplement en contact ces industries-là pour qu'ils partagent entre eux l'information. Et ça fonctionne très, très bien à date. Dernier volet qu'on est en train de regarder aussi, c'est tout le volet d'éco-fiscalité. C'est un des devoirs, un des rôles du moins qu'une ville. On a des pouvoirs intéressants au niveau fiscalité municipale pour imposer des taxes, des redevances. Ceux qui veulent embarquer dans la démarche des industriels, parfait. Ceux qui sont plus récalcitrants, par contre, on regarde comment on peut imposer une forme de redevance ou l'appellation, si on veut, pollueur-payeur. Là, je simplifie un peu, mais pour mettre en place, monter un fonds d'action, une enveloppe budgétaire qui va servir à réaliser d'autres projets de décarbonation à l'échelle du territoire. Dernier volet que j'aimerais aborder avec vous, c'est, je le mentionne depuis le début, de voir la décarbonation à l'échelle du territoire. Il y a deux aspects qu'on veut viser la carboneutralité. C'est important de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. On peut aussi avoir un impact pour augmenter la séquestration, la captation et séquestration de carbone à l'échelle du territoire. C'est ce qu'on appelle les solutions nature. Et c'est non négligeable. Par solution nature, c'est assez large. Ça peut être la protection de forêts non protégées, protection de milieux humides qui captent énormément et qui séquestrent énormément de carbone à chaque année, mettre sur pied des programmes de plantation d'arbres, augmenter la canopée urbaine, reboiser les parcs et espaces verts, reboiser les bandes riveraines là où ce n'est pas déjà le cas. Et pour des territoires comme Varennes, qui est à 80% ou presque de superficie terrestre occupée par des zones agricoles, des terres agricoles, de mettre en place des cultures de couverture à l'automne. Par hectare, c'est pas énorme ce que ça capte. Par contre, au nombre d'hectares qu'on a sur le territoire qui sont couverts par des terres agricoles, ça a un impact. C'est plusieurs dizaines de milliers de tonnes de carbone qui peuvent être séquestrées à chaque année avec les solutions nature. Et ça fait un lien justement avec les projets d'éco-fiscalité, d'aller mettre sur pied un fonds en imposant des redevances au secteur industriel, entre autres, qui ne veulent pas collaborer pour permettre ensuite de donner une subvention, par exemple, à nos agriculteurs pour leur donner un petit coup de pouce pour implanter des cultures de couverture à l'automne. Essentiellement, si j'ai quelques conseils que je peux donner bien candidement, ou du moins pour retenir la petite présentation, bien connaître votre territoire. Chaque territoire est différent. J'ai vu, Patricia, ce que tu montrais que du côté de Belleuil, c'est beaucoup le transport qui est la grosse source d'émissions de gaz à effet de serre, tandis qu'à Varennes, c'est le secteur industriel. C'est essentiel de bien connaître son territoire pour savoir où donner de la tête, quels impacts, quelles mesures mettre sur pied pour avoir le plus d'impact. Avoir un plan d'action quantifiable et réaliste, évidemment, pouvoir le séquencer dans le temps avec un budget aussi à présenter aux élus, puis un plan de match pour les prochaines années. Et avoir des outils, évidemment, qui permettent de suivre, peut-être pas en temps réel, mais presque, l'évolution du bilan carbone d'un territoire. Chaque petit geste compte, que ce soit au niveau de la ville, au niveau des citoyens, au niveau des industries. Faut oser, il faut insister au niveau industriel aussi, aller prendre la peine d'aller rencontrer nos gros émetteurs de gaz à effet de serre, discuter avec eux, les inciter d'embarquer dans la démarche. Vous seriez surpris de la bonne réception qu'on peut avoir et surtout de voir qu'il y a beaucoup de gestes qui sont posés et que les industries ne rendent pas nécessairement de compte auprès de la ville. Et l'éco-fiscalité, j'y crois beaucoup. Pour ceux qui veulent embarquer dans la démarche, parfait, tant mieux. Pour ceux qui traînent de la patte, on va essayer de trouver un moyen de vous faire financer ou du moins de vous inciter à embarquer dans la démarche ou du moins de financer des actions qui vont avoir un impact positif au niveau de la collectivité. Un grand merci tout le monde. Merci Mathieu Vallée pour